Livre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de Livre Santé. Bonsoir au docteur Jacques Lacroix. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Et vous avez bonne mine, hein? Non mais parce que déjà la dernière fois, ça veut dire que les fêtes se sont bien déroulées. Oui, ça s'est bien passé, bien sûr. Oui. Pas de malade. Un peu de gastro comme tout le monde. Ah oui, mais ça c'est les chocolats. Non, je pense pas. Alors c'est le foie gras. Je pense que c'était plutôt viral et dans l'air. Parce que les huîtres venaient de Marennes-Oléron. Ah oui, et non pas d'Arcachon. Et... c'était pas bien méchant. Moi, j'en ai mangé 2, donc quand même. Bon. Ah, il suffit d'une. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai connu ça. Oui. Du reste, c'est pour ça que j'en ai mangé que 2. Bon, on va laisser passer l'ambulance. Peut-être quelqu'un qui est atteint par la grippe, puisque ça va être notre premier sujet de cette émission. La grippe qui fait depuis le début un peu de ravage. C'est fort, hein, le pimpon. Oui, la grippe, on est en plein dedans, là, actuellement, en pleine épidémie, comme tous les ans, quasiment, sauf la première année où il y a eu le Covid, où on a eu moins de cas de grippe. Mais il y a presque un individu sur 2 qui est touché par la grippe. Petite question, j'ai souvent entendu dire « on ne sait pas si c'est la grippe ou le Covid ». Alors, entre nous soit dit, ça n'a aucune importance. Parce que, de toute façon, les traitements sont à peu près les mêmes, si on veut bien traiter, et non pas s'abstenir d'un traitement comme certains médecins le font quand il s'agit du Covid, sous prétexte qu'il n'y a pas de traitement spécifique, ils ne donnent aucun autre traitement. Vous avez vu que le professeur Raoult est monté au créneau, parce que, aidez-moi, les noms, moi je les prononce mal et je les retiens mal. Maintenant, j'ai entendu dire, moi-même, ça engage que moi, ils ont un sacré culot quand même, en disant que comment s'appelle ce médicament ? L'hydroxychloroquine. Voilà, avait provoqué maintenant des décès. Mais la quinine peut provoquer des décès, bien sûr. Oui, mais on le sait. Comme c'était présenté. Mais voilà, ça peut provoquer des décès parce que ça a un effet sur le rythme cardiaque. Mais chez certaines personnes fragiles, très particulières, et puis c'est très marginal en pourcentage par rapport à ceux qui ont utilisé de l'hydroxychloroquine, et par rapport à tous ceux qui en utilisent en Afrique, où c'est 80% de la population qui en a... Parce que là, il parlait de 17 000 décès, je crois bien. Oui, non, mais de mémoire. Ils se sentent plus, là, c'est comme... Bon. Non, pour finir avec Raoult, est un des plus grands virologues mondiaux qu'on ait. Il est français, c'est un grand scientifique. Alors, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certaines attitudes. D'accord, bon, bien sûr. Mais il a simplement dit que lors de l'épidémie de il lui semblait que l'hydroxychloroquine avait des effets positifs. On n'a même pas voulu essayer de le faire. On s'est dit, qu'est-ce qui nous emmerde celui-là ? Le gros défaut de Raoult, c'est que il est assez sûr de lui, il est assez ça c'est vrai, c'est un peu mégalomane, et puis surtout il n'est pas parisien. Donc non mais enfin moi j'en ai eu, je suis pas mort. Hein. Oui. Voilà. Non, le scandale, on en reparle un peu chaque fois, mais c'est que c'est un tel scandale, cette histoire de Covid. Le gros scandale, c'est que nos autorités, en particulier notre ministre. Petit ministre... ancien petit ministre. Qui brillait par son incompétence, Véran, et les autorités médicales françaises ont demandé aux médecins, je dis bien ont demandé, parce que c'était pas du tout comme on dit quelquefois, les médecins n'avaient pas le droit Non, on avait parfaitement le droit de prescrire. Mais les autorités ont dit, il n'y a pas de traitement spécifique pour le Covid, donc on ne traite pas. Et comme on ne traite pas, il y en a beaucoup qui s'aggravaient, qui se retrouvaient en réanimation, forcément. Mais si on avait traité les symptômes, qu'ils soient dus au Covid, qu'ils soient dus à la grippe, qu'ils soient dus à n'importe quel virus,
il y a des choses qu'on peut traiter. On peut traiter les surinfections avec des antibiotiques, on peut traiter avec de la cortisone, on peut traiter sans forcément utiliser l'hydroxychloroquine, mais pourquoi pas. Il y avait aussi le stromectol qu'on pouvait utiliser. Bon, il fallait traiter ça comme une maladie, qu'elle soit due au Covid ou pas. Et après, on aurait évité souvent bien des cas d'aggravation qui se sont terminés par la mise en réanimation. Alors une fois qu'on allait en réanimation, en général, c'était trop tard. Bon. Donc moi, j'en veux énormément aux autorités d'avoir dit « ne traitez pas ». Je me souviens. Et j'en veux aussi aux médecins qui, connement, je dis bien le mot, ont appliqué ça à la lettre, pour beaucoup, parce que ça les arrangeait bien, parce qu'ils avaient comme ça pas à se déplacer. Les gens qui avaient le Covid, comme ça, ils ne voulaient pas les voir pour ne pas risquer de s'infecter. Et ils ont failli à leur mission. Bon, je voulais porter plainte à l'ordre, puis je ne l'ai pas fait. Ah oui, à ce point-là, oui. Ah oui, oui, non, mais attends. Quand des malades te disent j'ai téléphoné pour avoir un rendez-vous chez le docteur Antel, j'ai dit que j'étais positif au Covid, il m'a dit qu'il ne recevait pas les positifs au Covid, il ne faut quand même pas charrier. Ah oui, quoi. oui. Dans ce cas, qu'il aille planter des choux, mais il ne faut pas faire de la médecine. Bon. Enfin, voilà, c'est... Bon, alors là, nous sommes dans le cas de la grippe. Attends, oui. Un dernier mot à propos du Covid. Oui, mais parce que maintenant que la crise est passée, que les esprits se sont un peu calmés, oui. On a des statistiques quand même qui sortent. Et est-ce que vous savez dans quel pays il y a eu le plus de morts par le Covid? Non. C'était les pays les plus vaccinés. En Europe de l'Ouest, par exemple. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je me garderais bien de le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dit déjà que la vaccination n'a à peu près servi à rien. Bon. Parce que je me retiens, c'est que, par exemple, en Afrique... Il y a eu très très peu de morts. Très peu de morts. Non, maintenant on commence à avoir des statistiques, évidemment, ils n'en parlent pas, parce que en parler... Enfin, je pense que même certaines sont cachées, dissimulées. Non, on peut les avoir pour beaucoup, mais en parler et donner de la publicité à ces données-là, c'est reconnaître ouvertement qu'on a fait des erreurs. Et donc, on ne va pas en parler, quoi, c'est tout. Mais les pays comme l'Italie, la France, les pays anglo-saxons qui ont énormément vacciné, c'est là qu'on a eu le plus de morts. Bon. C'est tout. Point. Pour l'instant. Point virgule, moi je dirais. Point virgule. Grippe. Alors, la grippe. Oui. Cette épidémie de grippe qui fauche là les gens par ça, traduit par de la fièvre. Alors, la grippe, c'est un état infectieux qui dure une semaine à peu près. Ça se traduit par de la fièvre, des courbatures. Et s'il n'y a pas de complications, ça passe comme ça. C'est-à-dire courbatures, mais courbatures violentes, douloureuses. De la fièvre, une grosse rhinopharyngite. Et puis, normalement, au bout de 3-4 jours, ça commence à aller mieux. Puis, ça passe en une semaine. Alors, comme dit l'autre, comme on disait, une grippe non traitée, ça dure une semaine. Et une grippe avec traitement, ça dure 7 jours. Oui, d'accord, mais l'avantage du traitement, c'est que les courbatures sont moins importantes, les maux de tête sont moins importants, enfin, la fièvre est moins haute, etc. Donc, la grippe, il ne faut pas oublier que chaque année, la grippe, elle fait à peu près entre 3 et 15 000 morts en France. La grippe, hein. C'est énorme, 15 000 morts. Oui. Contrairement aux statistiques pour le Covid, où on ne sait pas si les gens sont vraiment morts du Covid ou d'autres choses, mais pour la grippe, bon, on le sait. Alors, on ne meurt pas de la grippe, ce n'est pas le virus de la grippe qui fait mourir, c'est les complications. Alors, ce vaccin contre la grippe. Oui, alors le vaccin contre la grippe, contrairement au vaccin contre le Covid, lui, c'est un vaccin qui est efficace à 60-70%. Et qui n'a quasiment pas d'effet secondaire. Donc, il faut l'utiliser, bien sûr. Il est changé quasiment chaque année, voilà. Tous les ans, parce que c'est pas toujours le même virus grippal qui vient. Alors, on commence à regarder ce qui se passe dans l'hémisphère sud, où ils sont en avance sur nous pour l'épidémie. Et en fonction de ça, on fabrique un vaccin. Ce vaccin est délivré gratuitement, puisque
tous les ans, la Sécu envoie à toutes les personnes de plus de 60 ans un papier pour aller s'acheter une dose de vaccin. Oh, je l'ai pas reçu. T'as pas reçu? Non. Mais non, mais je suis pas dans cette tranche. Bon, oui, parce que vous êtes un marginal. Donc, non, le vaccin contre la grippe, oui, c'est un vaccin qui est efficace. Autant j'ai de mauvaises appréciations du vaccin contre le Covid, mais pour la grippe, non, qui a quasiment pas d'effet secondaire. Bon. Alors, ceux qui veulent pas se vacciner peuvent utiliser un schéma thérapeutique homéopathique qui marche très bien aussi. Je dis qu'il marche très bien, mais ça fait 40 ans que je l'utilise et je m'en porte très bien. Le cuivre, l'or, l'argent. Alors ça, pour stimuler les défenses en général, oui. Mais contre la grippe en Faut le particulier... boire, il ne faut pas le mettre au doigt. Hein. Oui. Ce ne sont pas des bijoux. Contre la grippe en particulier, on peut utiliser, ça s'achète sans ordonnance, un produit qui s'appelle Influenzinum, en 7 CH. Influenzinum, c'est ni plus ni moins qu'une dilution de vaccin anti-grippe, qui change lui aussi chaque année. Qui est remboursé par la Sécu? Non. Ah, voilà. Non. Ça vaut 3 €. Ah bon, oh, bah oui, là, c'est quand même... Et il faut en prendre 5 granules par jour pendant une huitaine de jours et ensuite une fois par semaine. Voilà. Et ça... Pendant la période de l'hiver. Oui, voilà. Et ça protège très bien contre... Enfin, aussi bien que le vaccin. Quoi. Ah oui. Ah oui, ça c'est... Moi, je me souviens des malades à qui je donnais ça. J'avais pas plus de cas de grippe, et même pas de cas de grippe du tout, que ceux qui étaient vaccinés. Vacciné, oui, d'accord. Ouais. Non, ça marche bien. Fait, quand on est atteint par la grippe, après, c'est patience. Alors, quand on est atteint par la grippe, on peut... Non, il y a des choses qu'on peut prendre, quand même. Non, mais en dehors des médicaments, oui. Il faut être patient et attendre que ça passe, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais enfin, on peut prendre... Moi, j'ai coutume de donner des produits pour stimuler les défenses à ce moment-là, comme du cuivre, par exemple, ou du cuivre argent. Oui. Un remède homéopathique qu'on peut citer, qui s'appelle aussi le coccinum, qui stimule bien les défenses. C'est un produit qui n'est pas remboursé non plus, qui ne vaut pas très cher, mais enfin... Alors, pour l'économiser, on peut prendre des demi-doses au lieu de prendre des doses entières. L'effet est strictement le même. Il faut en prendre 3 fois par jour. Et puis, de l'aspirine ou du paracétamol, comme on veut. Bon. Voilà le fond du traitement. Ensuite, pour les gens fragiles, alors fragiles soit à cause de leur âge, soit pour des pathologies associées, moi j'ajoute un antibiotique généralement. Pour les gens fragiles uniquement, hein, parce que sinon ça se termine au bout de 3 ou 4 jours en bronchite. Et à ce moment-là, il faut utiliser des doses plus importantes, il faut utiliser cortisone, etc., etc. Mais les gens fragiles font très facilement des surinfections, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à aller voir leur médecin et qu'il leur donne un antibiotique qui n'agira pas sur le virus de la grippe, bien sûr, mais qui évitera la surinfection. Cette année, il y a eu un pic, il semble, en fin de mois de décembre. Oui, c'est ça. Ouais. Et, moi, j'étais dans le pic. Hein, je veux dire. Ouais, vous étiez dans le pic. Voilà. Oui, j'étais dans le pic. Bon. Et alors, je suis en train de chercher les données du dernier rapport fait par Santé publique France. Alors, il y avait des régions pré-épidémiques, des régions épidémiques, des régions post-épidémiques. À La Réunion, c'est passé, et tant mieux pour eux, puisqu'en plus, ils ont eu un ouragan. Mais à la fin du mois de décembre, le passage aux urgences pour des syndromes grippaux avait augmenté de 53%. C'est quand même pas mal. Hein. Ici en France, hein. Oui, ici. Par comparaison, la semaine précédente. C'est-à-dire qu'il y avait un pic, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et cette augmentation concerne toutes les tranches d'âge, mais plus particulièrement les jeunes, jusqu'à 14 ans, et les plus âgés. Alors, pourquoi les jeunes? Parce que peut-être que ce virus, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, si le virus qu'on a cette année est déjà venu en France, parce que s'il est déjà venu et s'il a déjà provoqué une épidémie, il y a une immunité de masse qui s'est créée. Par contre, les jeunes n'ayant pas connu le virus,
peuvent être pris. Et puis les sujets plus âgés, parce que de toute façon, ils demeurent fragiles, et quel que soit le virus, ils restent fragiles. D'où la nécessité de consulter. On dit qu'avec le froid qu'il y a eu là ces derniers jours, ça pouvait chasser. Non, contrairement à ce qu'on pense, c'est faux. J'en parlerai à qui de droit. Ah oui, c'est faux. Le froid ne tue pas les virus. Le gel. Alors, il tue peut-être certains virus, mais il y en a d'autres qui se développent. Oui. Donc, bon. Donc ça tue pas le virus de la grippe. Le froid. Non, je crois pas. Non. A priori, non. Dans ces cas-là, les gens qui sont grippés, il faut qu'ils utilisent, si possible, un masque. Pour l'entourage, mettre un masque, ça sert à peu près à rien. Mais pour les gens grippés, ça sert à éviter de postillonner sur les autres. Donc, voilà, là où on attrape le plus la grippe, c'est dans le tram, c'est dans les bus, c'est dans les... Voilà, ou dans les salles de spectacle, des choses comme ça. Nous, à la campagne, on est un peu... Oui, on est un peu privilégié, oui, c'est vrai. C'est pas dans les tables qu'on va aller attraper le virus. Mais il faut se méfier des facteurs. Ah oui, c'est vrai. Je l'oubliais, mon Dieu. Eh bien, voilà. Alors, comment se protéger de la grippe ? Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire, quoi. Le port du masque pour les gens qui sont atteints. Il faut penser aussi quand même à aérer sa chambre au moins 10 minutes tous les jours. Et puis, en cas de symptômes, il faut éviter de tousser la bouche ouverte devant quelqu'un. Enfin, exactement les mêmes gestes barrières que pour le Covid, quoi. C'est exactement comme pour tous les virus. Et puis, la vaccination, maintenant, ça commence à être un peu tard. Mais sinon, vaccination ou processus vaccinatoire homéopathique, si nécessaire. Voilà ce qu'on peut dire. Bien. Eh bien, nous allons faire notre première pause musicale. Jean-Yves, qui est à la technique, et je disais qui a aujourd'hui le bras long, puisqu'il fait la technique et la vidéo en même temps. Ça démarre très fort pour le début d'année. Alors, de cette émission Libre Santé, vous le savez, elle est un mardi en direct entre 18 et... entre 17 et 18, et l'autre mardi, c'est la rediffusion de cette émission, et vous nous retrouvez dans X jours pour une nouvelle émission en direct. Je me rappelle pas si on la rediffuse dans la semaine, c'est le jeudi, à 14h, voilà. Elle est rediffusée sur CLC Média. Alors, nous sommes en compagnie du docteur Jacques Lacroix. Nous allons revenir un tout petit peu sur le Covid avec les vaccinations qui ont eu lieu pour le Covid. Et là, il y a des sujets qui ont été avancés, c'est-à-dire des problèmes qui ont pu se présenter. Oui, alors il y a eu il y a les problèmes reconnus, il y a les problèmes dont on se doute, et puis il y a tous ceux qu'on ne connaît pas. Bon. Les problèmes reconnus, ça s'est borné essentiellement à quelques troubles du cycle menstruel chez les femmes. Ça a été reconnu officiellement. Et puis, il y a eu, maintenant, on reconnaît officiellement aussi comme effet secondaire des endocardites, des péricardites. Alors, c'est quoi ? Dites-nous. On n'est pas médecin. Oui. Les myocardites, disons, ce sont des atteintes du muscle cardiaque. Et le cœur. Le cœur, voilà. Alors, endo, quand c'est à l'intérieur du muscle, et péri, quand c'est autour. D'accord. La peau qui englobe le cœur. Alors, il y avait eu déjà on s'en était aperçu parce qu'il y a des jeunes qui ont fait des morts subites après vaccination. Donc, on s'est posé la question. Et on a réussi à penser quand même qu'il y avait une relation directe entre la vaccination et ces myocardites. Bon, c'est sûr que ça s'est passé chez des gens particulièrement sensibles, mais comment savoir si on est sensible ou pas au vaccin, vu qu'on l'a employé alors qu'il n'était pas encore fini d'être testé. Donc, bon. Alors maintenant... Les analyses statistiques commencent à sortir. Il y a une étude qui s'appelle EPI-phare
qui a été menée entre mai et octobre 2021 et qui a confirmé et qui a mesuré aussi l'amplitude du risque de myocardite et de péricardite, donc atteinte du muscle ou de l'enveloppe cardiaque, dans la semaine qui suivait la vaccination contre le Covid par les vaccins à ARN messager. Alors, les mécanismes avancés pour expliquer ça sont sans doute d'ordre immunitaire. Pourquoi ? On n'en sait encore rien. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui étaient le plus à risque, c'était des hommes plutôt que des femmes, entre 12 et 29 ans, et ils ont fait leurs accidents cardiaques dans les 7 jours qui suivaient la seconde dose de vaccin, avec un risque plus important, semble-t-il, pour le vaccin Moderna par rapport à l'autre. Bon, enfin. Et dans la plupart des cas rapportés, les patients ont commencé par sentir une douleur thoracique. On leur a fait les examens, on a découvert un épanchement péricardique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une péricardite. Quand il y a un épanchement dans les feuillets, le cœur entoure 2 feuillets, il peut y avoir un épanchement entre les deux, qui est le signe d'une inflammation, comme on peut avoir un épanchement... Au niveau du cœur, hein. Oui, comme on peut avoir un épanchement de synovie au niveau du genou, quoi. Ou une pleurésie, mais là c'est au niveau du cœur. Donc quand on a trouvé ça, un épanchement péricardique... Danger quand même, là. Alors ça... C'est pas forcément dangereux. Le problème, c'est de savoir pourquoi. Parce que si on sait que ça va rentrer dans l'ordre... Il y a des virus qui peuvent donner des péricardites comme ça, qui passent, on donne des anti-inflammatoires ou de l'aspirine, et puis ça passe en quelques jours en général. On refait une échographie au bout de 8 jours, on voit qu'il n'y a plus d'épanchement. Mais tant qu'il y a un épanchement, ça gêne le travail cardiaque. Donc ça peut être dangereux, bien sûr. Et on retrouve ensuite ces données sur l'électrocardiogramme, parce que le fait qu'il y ait une petite lame liquidienne autour du cœur, ça modifie le passage des ondes. Voilà, bon, la plupart du temps, le pronostic de ces patients a été bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de complications, ils n'en sont pas morts. On les avait décelés parce qu'ils avaient une douleur, on a fait une échographie, on a vu qu'il y avait une péricardite, mais c'est rentré dans l'ordre tout seul, avec une hospitalisation à 3 à 4 jours. Et le taux de décès ou de transfert en réanimation est extrêmement faible, heureusement. Bon. Ensuite, ils ont fait, pour ces gens-là, une étude de suivi 90 jours après, c'est-à-dire 3 mois après, et tout était rentré dans l'ordre. Pour les gens qui avaient fait ces épisodes-là après la 2e injection de vaccin. Il n'empêche que c'est quand même un risque. Et que, vu que la protection que donne le vaccin est très faible, se faire vacciner avec un vaccin peu efficace et qui a des effets secondaires, on n'avait jamais fait ça jusqu'à présent. Hein. Donc, c'est un risque rare, mais qui présente des incertitudes, parce qu'on ne sait pas qui va être sensible et qui ne sera pas sensible. Et donc, qui peut faire une anomalie ? Parce que tant que ça se borne un peu de péricardite pendant quelques jours, ça va. Mais si ça ne s'arrête pas là, c'est embêtant. Autant dans un genou qui fait un épanchement de synovie, on peut ponctionner. Aller ponctionner une péricardite... pas comme ça se passe, quoi. C'est pas évident. Alors, on ne sait pas pourquoi. On sait que les vaccins à ARN messager ont des nanoparticules lipidiques alors des nanoparticules, c'est des particules inférieures au millième de millimètre, hein, qui referment de l'ARN messager, qui va être libéré dans la cellule, et qui donne une protéine au niveau du réticulum endoplasmatique. Enfin bon. Je connais ça par cœur. Hein. Oui, voilà. C'est tout ça pour dire que ces vaccins à ARN messager vont donner une information aux cellules pour fabriquer de la protéine. Une protéine qui va être censée immuniser la fameuse protéine Spike. Mais il se peut que arriver que cette protéine circule dans le sang
dès le jour de l'injection et se répandre dans tout le corps, et des effets délétères qu'on n'avait pas prévus. Voilà. Bon. Donc, moi, ce que je voulais dire, je laissais... mais j'entends dire, à droite et à gauche, qu'on n'est qu'au début des... oui, c'est probable. Des effets secondaires. Des effets secondaires de ces vaccins. Il se peut qu'il y en ait à long terme, c'est même probable, puisqu'il y a des gens qui font des épisodes aigus tout de suite. Il y en a qui font des épisodes retardés. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, pour prouver le lien de cause à effet, ça ne changera rien. Très difficile, ça ne changera rien. Alors, la faculté est très prudente. Au lieu de dire que ce vaccin ne sert à peu près à rien, bon, ça c'est une opinion personnelle, la faculté a rappelé qu'une autre dose de vaccin était contre-indiquée chez les patients qui avaient déjà fait une péricardite. Ah oui, d'accord, une myocardite. Mais entre nous soit dit, il faudrait quand même être con pour aller se faire revacciner avec un vaccin qui vous a rendu malade. Bon, enfin voilà. Donc ce qu'on peut dire. Nous allons faire on a le temps de faire une dernière pause et après on termine ou on va finir, aller sur les... On fera une petite pause après et on terminera. D'accord. Oui, c'est pour dire les principales causes de décès en France, il n'y a pas que le vaccin. Oui, heureusement. Non, la première cause de décès, ce sont des statistiques qui ont été publiées très récemment. Hein, c'est des statistiques, tout ce qu'il y a de plus officiel. Alors, que je regarde... Non, c'est passé c'est passé dans une revue qui s'appelle Univadis International. Bon, alors ça va venir à ça. Non, mais c'est une statistique officielle. Hein, là. Alors, la première cause de décès en France, ce sont les tumeurs. Cancer, etc. Ah oui, c'est la première cause. Ouais. D'accord. C'est 25,7% de l'ensemble des décès. En France, en 2021... le nombre total de décès était de 660 000,168. Enfin, pas virgule, 660 168 décès. Par les tumeurs? Non, en général. En général, voilà. Ah oui. Qui était un peu inférieur à celui de 2020. Donc, dans les causes de décès, la première cause, c'est les tumeurs, 25%, presque 26% des cas. Ensuite, c'est bien sûr les maladies cardiovasculaires, 21% des cas qui sont liés à l'appareil circulatoire, bien sûr. Et ensuite, il y a des maladies endocriniennes et de l'appareil digestif qui sont également en hausse. Mais là-dedans, il y a souvent, soit on le met dans des tumeurs, soit on le met dans... Ça dépend. Et puis enfin, il y a troisième cause, c'est le Covid, qui a été la troisième cause de décès en France en 2021, 9% de l'ensemble des décès. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ce sont des gens qui sont décédés et qui avaient le Covid, mais est-ce que... Ils sont vraiment décédés du Covid. Ou est-ce que le Covid n'a pas fait qu'aggraver les pathologies dont ils étaient porteurs avant? On ne saura jamais. Non, mais c'est probable. Voilà. Bon, ben dis donc, il y a quand même pas mal de morts en France. Oui, il y en a de moins en moins sur la route. Oui. Chez les jeunes, c'était une des premières causes de décès. Je ne sais pas si ça l'est toujours. Est-ce que, je ne veux pas dramatiser ou noircir le tableau, mais est-ce que le cancer est en augmentation ou en diminution? Alors, au niveau mortalité? Globalement, je pense que la mortalité est à peu près stable. D'accord. Mais il y a des cancers dont on ne peut pas dire qu'on guérit. Si, dont on guérit pour certains, et d'autres dont on ne guérit toujours pas. Le cancer du sein, quand il est dépisté tôt, on en guérit. Je peux dire on en guérit parce qu'au bout de 20 ans, il n'y a pas de récidive. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres dont on ne guérit pas, mais dont on ne meurt pas forcément. Et puis il y a ceux qui ont des pronostics dramatiques, quoi qu'on fasse. Quoi. Voilà. D'accord. Bon, allez, un petit peu de gaieté dans tout ça, grâce à Jean-Yves, et on se retrouve dans quelques minutes. Nous allons terminer cette émission Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix. Alors, nous allons parler maintenant d'un sujet important, l'heure du coucher.
je pense qu'avec les années, cette heure se retarde de plus en plus. Est-ce que je me trompe? Ça dépend. Il y a des gens âgés qui se couchent très tôt. Ah, bon. Ouais. Et puis il y a des jeunes qui se couchent très tard. Aussi, mais... Il peut y avoir l'inverse. Mais... Il peut y avoir, oui, bien sûr. Oui. Puis après, ça dépend, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de la manière du travail, ça dépend du temps de transport, ça dépend de... Bon, alors vous allez nous dire qu'est-ce qui est le mieux. Alors le mieux, c'est sûrement les vacances. Mais c'est difficile quand même à réaliser tout le temps. Mais ça dépend, pour certains. Oui. Ils sont tout le temps en vacances. Oui. Non, mais il faut avoir des parents qui soient nés avant vous. Ah oui, voilà. Ça c'est certain. Donc, il y a une enquête qui a été faite par, là aussi, je ne sais pas si, non, j'ai pas la référence, qui est paru dans, je crois que c'est Agora, c'est un journal médical, sur le mode de vie des Français. Et puis, pour cette enquête, on a doté les participants d'un bracelet connecté qui enregistrait l'heure à laquelle ils s'endormaient et celle à laquelle ils se réveillaient. Donc, dans les 6 années qui ont suivi cette observation, il y a quand même 3172 personnes qui ont développé une maladie cardiovasculaire. Alors, on a cherché à savoir... Mais pourquoi, oui. Si c'était, chez ceux qui se couchaient tôt, chez ceux qui se couchaient tard. Il semble que l'heure à laquelle les gens s'endorment peut être liée à certaines maladies, qui risquent d'augmenter le risque cardiovasculaire, tout comme la consommation d'alcool, etc. Oui. Alors c'est une étude qui a été faite, oui, je cherchais, c'est la British... Boire un litre de whisky avant de se coucher, quand même, c'est pas sérieux. C'est-à-dire la Fondation britannique pour le cœur. Et les résultats ont été après réajustés en prenant compte de l'âge des participants et des facteurs de risque cardiovasculaire, bien sûr. Mais malgré tout, il ressort que les personnes qui s'endorment entre 22 et 23 heures ont un risque cardiovasculaire plus faible que les autres. 22 et 23 heures. Voilà. Alors les méticuleux diront 22h30. On n'est plus que pour quelques jours. Voilà. À titre de comparaison, les gens qui s'endorment entre 23h et minuit ont un risque supérieur de 12% de développer une maladie cardiovasculaire. Ce qui même pas dans cette tranche. Ce qui ne veut pas dire qu'on va la développer, mais bon, statistiquement et sur un grand échantillon de personnes. Et ceux qui s'endorment à minuit ou plus tard, le risque passe à 25%. Et ben voilà. Un papier, un crayon, que je fasse de suite le testament. Voilà. Et ce risque de développer une maladie cardiovasculaire est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes. C'est bien ce que je disais. Les femmes peuvent se coucher plus tard que les hommes. Ah, pour une fois, nous battre. Donc, si vous avez tendance à être un peu fragile du cœur, déjà, couchez-vous, ne vous couchez pas trop tard, parce que ça se comprend, Marc. Hein. C'est comme toute activité... oui, mais si on compense en se levant plus tard. Oui, alors ça peut pas bon. Jouer, oui, bien sûr. Mais comme celui qui fait 2h, 10h. Pourquoi pas, oui, s'il arrive à... Oui. Mais là, on parlait de gens normaux, entre guillemets, qui se lèvent à 8 heures. Donc, c'est un peu logique, parce que le cœur, c'est un muscle. Et au bout d'une activité musculaire un peu importante, comme le travail du cœur le jour, ou il faut un temps de repos. Mais ça, c'est pour ceux qui travaillent dans le bâtiment. Oui, bien sûr. Mais, alors, non seulement l'horaire a une influence, mais sur la fatigabilité cardiaque, qui va favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires, mais aussi se coucher trop tard, ça dérègle le rythme circadien. Notre rythme veille, etc. Parce qu'on a à l'intérieur de nous on n'a pas une horloge, on a des horloges. Mais je suis rassuré. Qui font que, oui, vous pourriez être employé. Non, parce que moi je mets les pendules à l'heure de temps en temps. Voilà. Et ces horloges-là jouent
sur beaucoup de choses dans notre corps, entre autres la sécrétion des hormones, certaines hormones sont sécrétées à certaines heures et pas à d'autres. Et puis, ça joue aussi ça influe sur l'hypertension artérielle. Donc, il faut essayer de garder, si possible, au maximum, un rythme veille-sommeil en relation avec la durée diurne et nocturne du jour. D'accord. Si Donc, possible. je pense qu'à partir de ce soir, 22h, 10h, par exemple. Voilà, 22h. 10h. Voilà, un biscuit au lit. Oui, bien sûr, voilà. c'est obligatoire. Et puis après, non, mais ça paraît être du bon sens tout ça, mais maintenant on en a la preuve chiffrée. Revenons sérieux, vous en avez pas parlé. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les enfants, hein, qui, pour certains, suivant le milieu familial, se couchent tard, très tard même, se lèvent tôt pour aller à l'école. Oui, surtout et là, qu'est-ce que ça va donner? Avec le ramassage scolaire, il faut qu'ils se lèvent tôt, les gamins. Oui. Hein. Oui. Donc, il faut qu'ils se couchent tôt. Oui. Et pour en venir au rythme circadien, là, qui vous concerne, puisque ce sont des horloges, hein, il ne faut pas oublier on est très sensible, et on ne peut pas ne pas l'être, puisque il y a, entre l'été et l'hiver, l'été, on a 2 tiers de jour pour 1 tiers de nuit, c'est-à-dire 8 heures de nuit pour 16 heures de jour, et l'hiver, c'est l'inverse. Hein. On a 16 heures de nuit pour 8 heures de jour. Donc ça ne peut pas ne pas influer sur notre fonctionnement. Et donc comment ils font ceux qui ont la nuit 24 heures sur 24 ? Ceux qui travaillent la nuit, justement, c'est un... Non, mais dans les pays où ils ont 24 heures de nuit... Alors, ils recréent quand même, je pense, des rythmes circadiens par l'éclairage artificiel. Sinon, il faudrait qu'ils dorment pendant 4 mois de l'année. Ça va être dur. Oui. Il y en a qui le font, mais... Oui. Non, mais il y a des espèces animales qui le font. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais l'homme a du mal à hiberner. Pourtant, c'est pas l'envie qui nous en manquerait. Surtout à un certain âge. Voilà. Bon, merci au docteur Jacques Lacroix, merci à vous toutes et à vous tous d'être à l'écoute de cette émission Libre Santé. On se retrouve en direct dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera cette émission qui sera à nouveau rediffusée. Bonne soirée sur CLC, mais auparavant, vous avez 58 minutes. Vous allez voir, on parle de sophrologie dans quelques minutes avec Véronique Moderne qui est venue nous rejoindre dans nos studios. Bonne soirée à vous toutes et merci à notre ami Jean-Yves à la technique. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.